Le 4 janvier, jour férié en République démocratique du Congo, connu sous le nom de Journée des martyrs, les événements de 1959 avaient marqué la radicalisation du mouvement pour la souveraineté et la fin du contrôle belge du Congo. Moins d'un mois après avoir été remis en liberté provisoire, Vital Kamerhe a été évacué à l'étranger pour des soins de santé appropriés depuis hier lundi. Le réseau des associations de professeurs des universités et instituts supérieurs du Congo annonce un mouvement de grève générale et sèche à partir de ce mercredi. Très heureuse de vous retrouver, Madame, Messieurs, pour vous informer sur Télé 50. La République démocratique du Congo commémore ce mardi les martyrs de son indépendance, une date historique qui rappelle les émeutes du 4 janvier 1959 qui ont vu plusieurs Congolais faire couler leur sang pour la fin de l'influence coloniale. On voit cela avec Crispin Chibinkoufa. La journée est chômée et payée dans les pays, mais aucune manifestation officielle n'est prévue à cause de la pandémie de Covid-19. Les Congolais gardent en mémoire la date du 4 janvier 1959, jour où des émeutes ont éclaté à Léopoldville, ancienne appellation de la capitale Kinshasa, en pleine colonisation belge. Ces jours avaient marqué les débuts de grandes revendications congolaises qui déboucheront sur l'indépendance de la RDC le 30 juin 1960 après une répression sanglante. C'était un dimanche, le 4 janvier 1959, un cocktail d'événements va dégénérer en émeute, l'annulation par l'autorité coloniale d'un meeting sur fond d'émancipation de l'Abako, parti de Joseph Kasavubu, qui deviendra premier président du pays, provoque la colère et la frustration de ses partisans. Ceux-ci avaient été rejoints par une foule nombreuse de supporters furieux de l'équipe de football Vita Club, sortant du grand stade Roi-Baudouin, proche où leur équipe venait de perdre son match contre l'équipe Mikado soutenue par les colons. La répression des rassemblements politiques était régulière à cette époque. La force publique qui intervient réprime dans le sang ces manifestations de colère aux allures d'une véritable insurrection. Du 4 au 7 janvier, 4 jours durant, Léopoldville, capitale de moins de 500 000 habitants à l'époque, est le théâtre d'actes de violence contre les Européens. Leurs commerces, magasins et résidences sont saccagés et pillés. Les symboles de l'État colonial sont détruits. L'administration a été affolée quand elle a vu le lendemain le nombre des morts. Les sources officielles font état de 49 personnes tuées, pendant que d'autres sources, notamment de l'Abako, l'Alliance des Bas-Congo, affirment que l'action répressive aurait fait des centaines de morts. Kasavubu, président de l'Abako, est arrêté le 12 janvier 1959. Il sera libéré le 14 mars. Ces émeutes avaient donné lieu à une salve de revendications congolaises jusqu'à l'obtention de l'indépendance. Joseph Kasavubu devient président de la République et Patrice Emery Lumumba, premier ministre. Lumumba sera assassiné le 17 janvier 1961. En 1965, Joseph Mobutu fera un coup d'État et s'installera pour 32 ans de dictature. Évincé par Mobutu, Joseph Kasavubu, qui gouvernait dans un contexte de crise politique, rébellion et tentative de sécession, fut astreint à résidence à son domicile du Mont Kisundi dans la ville de Boma, où il mourut en 1969 à l'âge de 52 ans, oublié dans la précarité. Et justement à ce sujet, nous sommes en ligne avec Monsieur Alexis Mbikaï, professeur émérite des sciences politiques. Bonjour professeur, que retenir de la date du 4 janvier 1959? Merci beaucoup pour la question. Cette journée est une journée historique parce que elle est située dans le mouvement général de la décolonisation qui s'est déroulé à cette époque-là. Il faut noter que le mur colonial s'était lézardé à partir de 1954, avec toutes les oppositions qui s'est manifestées à la métropole et qui s'est répercutée ici chez nous au Congo. Il y a eu l'apparition en Belgique du plan de 30 ans de l'émancipation du Congo par le professeur Van Bilsen. Il y a eu ensuite d'autres événements comme les élections communales de 1957. Et je ne peux pas oublier le grand discours, le meeting de Patrice Emery Lumumba à son retour d'Accra en décembre 1958. Alors,
tous ces événements-là avaient préparé les Congolais. Je n'oublie pas non plus le discours du général de Gaulle à Brazzaville. Donc, les Congolais étaient préparés à l'esprit de la quête de l'indépendance. Alors, on arrive le 4 janvier, ce jour-là, et je peux rappeler rapidement qu'il y avait un match de football qui s'est déroulé au stade de Tata Raphaël, stade Baudouin à l'époque, entre Vecleur et l'équipe belge de Mikado Sabena. Il y avait le meeting du président de la Bako Kasavubu qui a été décommandé en dernière minute. Alors il s'est fait que les gens qui sortaient du stade fâchés se sont rencontrés avec ceux qui étaient sur Prince Kasavubu, aujourd'hui Kasavubu, qui étaient aussi fâchés. Et alors ça a déclenché ce mouvement-là. Les Congolais avaient décidé sur le champ d'en finir avec la présence belge par des émeutes qui ont duré 3 jours et plus. Pensez-vous que les combats menés par le père de l'indépendance de la République démocratique du Congo ont des acquis palpables aujourd'hui? Non, il faut nuancer, parce qu'à l'époque, les Congolais voulaient accéder à l'indépendance par rapport à la colonisation belge. Et de ce point de vue-là, ils avaient réussi donc à faire l'unanimité, l'union, pour aboutir à cette indépendance-là. Maintenant, à partir de 1960, il y a eu beaucoup d'événements qui se sont déroulés jusqu'aujourd'hui, qui ont fait que cette indépendance politique acquise n'a pas répondu aux attentes des Congolais du point de vue de la vie sociale, du point de vue économique. Donc c'est là où il y a les problèmes. Parce que, à mon avis, il y a une coupure entre la base, la masse et les gouvernants. Donc l'indépendance a plus profité du point de vue économique aux dirigeants que au peuple congolais dans sa majorité. Il y a les autres aspects qui restent du point de vue social, économique et même culturel. Il faut que le combat continue. Il faut que le peuple se prenne en charge, s'approprie cette lutte et l'achève. C'est un travail qui ne doit pas s'arrêter. Et ce que je dois dire, c'est que il ne faut pas que les Congolais se découragent. Nous sommes dans un processus. Merci, professeur Alexis Mbikaï, pour toutes ces précisions. Autre chose à présent, ce jour à Chikapa, dans le Kasaï, le chef de l'État a communié avec la population qui lui a adressé ses desiderata dans une tribune de libre expression avec un langage franc. Félix Tshisekedi a insisté sur la construction des infrastructures et le programme de développement à la base de 145 territoires. Après les provinces du Kasaï oriental, Kasaï central et Lomami, c'était au tour de la province du Kasaï d'accueillir ce lundi le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La présence du chef de l'État à Chikapa a été marquée par de scènes délices, une effervescence qui traduit tout l'estime que cette population a toujours eue envers son président avant son élection à la magistrature suprême. Perdu au milieu de cette population, le président de la République et la distinguée première dame ont eu tout le mal du monde à se frayer un passage jusqu'à la tribune érigée à la place Kanzala, près de l'aéroport. Comme partout où il est passé, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est exprimé en Chiluba, la langue locale, ce qui a facilité l'interaction entre lui et ses compatriotes du centre. La dernière fois que j'étais ici en 2018, j'avais promis de revenir avec le pouvoir. Aujourd'hui, je ramène les pouvoirs, leur a-t-il dit. Le reste de l'adresse du chef de l'État aura été une tribune de libre expression. Loin de toutes les formalités protocolaires, la population de Chikapa a transmis directement au chef de l'État ses desiderata. Le manque d'eau et d'électricité, la mauvaise gouvernance des provinces, ainsi que le manque d'entretien des routes sont les principales préoccupations de cette population.
Tous ces problèmes vont connaître un début de solution avec l'exécution du programme de développement de province, a rassuré le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ndingenda mu ville yetu yonse bwakumvwa meyenu nenu bandu betu ba Mkongo nungambila enu majinga ajitinyi enu makenga ajitinyi tumona mushindu waku ajikija. Après ce meeting, le président de la République a reçu en audience plusieurs personnalités locales. Tous lui ont assuré de leur indéfectible soutien et accompagnement. Dans l'actualité également, l'ancien directeur de cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe, a quitté Kinshasa lundi à bord d'un avion médicalisé pour des soins médicaux aux États-Unis. Bénéficiaire de la liberté provisoire il y a quelques semaines, Kamerhe a pris son vol à partir de 17h en transitant par la ville de N'Djamena au Tchad avant de se rendre au pays de l'oncle Sam. Il est enfin évacué vers l'étranger pour des présumés soins de santé. L'ancien directeur des cabinets du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et président de l'UNC, Vital Kamerhe, serait accompagné de son épouse Amida Chatur. Après avoir bénéficié de la liberté provisoire, Vital Kamerhe a frétéré un avion médicalisé pour New York ou Chicago pour certains et l'Europe pour les autres. Quant à son évacuation, sa famille politique UNC confirme sans donner plus de détails. Elle dit attendre un communiqué officiel du parti. Depuis l'année dernière, le gouvernement de la République démocratique du Congo étudiait la possibilité de transférer Vital Kamerhe à l'étranger vers un centre mieux équipé, moyennant les rapports de ses médecins, ce qui fut fait en ce jour. Condamné à 13 ans de prison en appel pour détournement des fonds publics, le tribunal avait dit établi en fait et en droit l'infraction de détournement des deniers publics portant sur le montant de 48 millions de dollars à charge du prévenu Sami Jamal et Vital Kamerhe Lwakaningi. Et ses avocats avaient introduit un recours à la cassation pour la demande de la liberté provisoire. Et le 6 décembre dernier, la Cour de cassation va lui accorder cette liberté provisoire après plusieurs rejets. Et le réseau des associations de professeurs des universités et instituts supérieurs du Congo annonce un mouvement de grève générale et sèche à partir de ce mercredi pour une durée de 21 jours. Le RAPUCO dénonce également la mauvaise foi du gouvernement de maintenir les professeurs dans des conditions de vie et de travail d'une précarité sans pareil, dit-il dans ce communiqué. Au Kasaï oriental, la SACIM offre 5 millions de dollars américains aux communautés locales affectées par l'exploitation minière du gisement des Tchéboué en termes de responsabilité sociétale. Pour 5 ans, les responsables de cette société et les délégués des communautés ont signé le cahier des charges y afférent le 31 décembre dernier en présence du gouvernement provincial. Reportage de notre correspondant à Mbujimayi, Emmanuel Kalonji. Ils se sont d'abord réunis le mercredi 29 décembre dans la salle du gouvernorat de province pour la signature de ce cahier de charges. Mais les représentants des communautés locales ne se sont pas mis d'accord sur certains points de ces documents contenant les droits et devoirs relatifs à l'exploitation minière par la société chinoise SACIM dans le territoire de Miabi. Le nouveau rendez-vous a été respecté le 31 décembre dernier. Plusieurs chefs coutumiers administratifs de groupements et secteurs du territoire de Miabi que représentent les communautés locales se sont retrouvés au même lieu. Les documents du cahier de charges a été signé par les deux parties. 5 millions de dollars pour une durée de 5 ans en vue des projets de développement, a rassuré les coordonnateurs de la SACIM. J'ai défini pour une hauteur de 5 millions de dollars étalée sur une période de 5 ans. Les chefs coutumiers de leur part se sont dit satisfaits de ces documents signés ce jour. Ils ont par ailleurs demandé à leur communauté de respecter la SACIM qui selon eux c'est un patrimoine. Nous avons accepté de signer dans l'entente mutuelle. Ils ont pris en compte toutes nos doléances. Ce n'est pas notre argent. Nous l'avons fait pour nos enfants et nos petits-enfants. Nous disons à nos enfants que la SACIM est la seule entreprise que nous avons. Nous devons la protéger jalousement. Nous ne voulons pas que nos enfants foutent aux pieds ce que nous avons fait.
La direction le Congo central pour parler des festivités de fin d'année. Le maire de la ville de Matadi, Pati Nzouzi, a procédé la semaine dernière à la distribution de colis de vivres divers aux fonctionnaires de cette mairie. C'est dans la soirée du mercredi 28 décembre 2021 que débute la distribution des colis de fin d'année aux fonctionnaires employés par la mairie de Matadi. Les sacs de riz, les cartons de poulet et d'autres produits alimentaires sont remis à ces fonctionnaires sous la supervision du maire Patin Nzouzi Makengedi, qui reçoit des applaudissements de 2 mains pour cet acte. Le jeudi 30 décembre dans la matinée, la résidence officielle de l'autorité urbaine est envahie par ses administrés venus solliciter son assistance. Touché dans son amour-propre, le maire Patin Nzouzi Makengedi remet à chacun d'eux un colis composé de riz et de poulet sans distinction de couleur politique, religieuse ou encore tribale. L'esprit du maire suscite des remerciements. Demain c'est la mingi façon de la ville mais raisonner bien de ça mon bonne fête. Je me félicite Yandi qui saluna ni akwenda na ntwala vraiment parce que na yaya na sala en tout cas président de la République en tout cas anitala ni penza. En posant ces gestes, l'autorité urbaine explique son amour envers sa population. Il met en pratique les slogans du chef de l'État, le peuple d'abord, qui veut que tout Congolais puisse trouver quelque chose à manger pendant la fête de Nouvel An 2022. Lutte contre la criminalité à Kinshasa, la police reste aux aguets. Plusieurs personnes qui ont troublé l'ordre public dans la capitale ont été présentées à la presse. Une façon pour les commissaires divisionnaires adjoints de la PNC Sylvano Kassongo d'encourager la population quinoise à continuer à collaborer avec les agents de l'ordre pour la sécurité de tous. Lundi 3 janvier 2022, nous sommes à l'état-major commandement du commissariat provincial de la police ville de Kinshasa pour une présentation au public, non pas des bandits à main armée, mais plutôt d'un agent de police et d'un conducteur de taxibus. Revenons en arrière pour vous rafraîchir la mémoire. Ces images qui ont fait les tours des réseaux sociaux ont poussé les Congolais à clouer au pilori l'agent de police 2e classe Simeon Bolembe, déjà désigné à la vindicte populaire par émotion. Arrêté sur ordre du commissaire provincial de la police, le général Sylvano Kassongo, qui lui reproche son manque de maîtrise et les menaces contre la dame en robe rouge, ce policier présenté sur la toile comme un démon ne l'est pas vraiment, à en croire le témoignage du conducteur du taxibus, en faveur de qui la dame en rouge est intervenue sans connaître l'origine des faits. La police est kanga parce que na sala ki deuxième bandi. Tant na sali deuxième bandi na moni voiture à la police et qui tipo interpeller na bandi kokima na kimi na tuti voiture à la police de na bandi na continuer lisu kokima na kimi na tuti wewa zalaki na kiliamo na sima. Tant na leki wewa PCR azotel misanga telema na zui ma nouvelle ona kitisela ka vitre nde na zokisaki PCR nelongi na continuer ka kokima nde na continuer kokima bongo la police pe elandinga ti eye kokanganga na bandali na virage ya pharmacie mokonzi. Mama ayebaki likambo te parce que to utaki na la police musika nde yango eyaki kokangelanga na bandali yango mama wana abandaki koloba n'importe quoi azana tort parce que ayebaki likambo te. Les paroles blessantes proférées à l'endroit des policiers par la dame en rouge n'ayant pas été capturée, elle a donc été présentée comme une héroïne alors qu'elle ne l'est pas. Nazalaki trop émotionné kotala makila ya ndeko ndenge ezotanga et puis mama wana aye alobi ata policier azoki ekosala nini et avec le langage nalobaki nakoki pe kosalela yango te parce que ezalaki kanda bakonzi balimbisa ngai na langage oyo nalobaki wana. Le PCR blessé a été pris en charge pour des soins appropriés. L'agent auteur des menaces contre la dame en rouge et les conducteurs du taxibus qui a commis des infractions vont subir la rigueur de la loi.
Mais aux Congolais de vérifier les faits avant de condamner les policiers qui souvent font l'objet d'obstructions pendant l'exercice de leur métier sans lesquelles nous ne serions pas en sécurité. Et dans le reste du continent, au Soudan, l'armée est restée la seule aux commandes actuellement. Plusieurs spécialistes craignent le retour à la dictature, ce après la démission du Premier ministre Abdallah Hamdok qui tentait d'éviter le pire dans ce pays plongé dans de violences meurtrières depuis le putsch du 25 octobre dernier. Des milliers de manifestants promettent d'envahir les rues de Khartoum 2 jours après la démission du Premier ministre Abdallah Hamdok. Des manifestations contre le pouvoir militaire ont été prévues ce jeudi 4 janvier à Khartoum et dans les villes voisines. Pour rappel, le Premier ministre soudanais avait démissionné à cause d'une manifestation qui avait fait 4 morts le 30 décembre dernier. Des manifestants qui revendiquaient le retour du pouvoir entre les mains des civils. Notons que juste après la reprise de son poste, il y a moins de 2 mois, par un accord signé avec le général Abdel Fattah al-Burhan, une prise de position qui n'avait pas satisfait les militants et qui avait suscité plusieurs manifestations. En démissionnant, le Premier ministre soudanais a laissé des militaires seuls aux commandes d'un pays plongé dans des violences meurtrières depuis le putsch. Un abandon qui fait redouter un retour à la dictature au Soudan. Selon le peuple, un triste bilan a été établi depuis le coup d'État du 25 octobre. Et pourtant, le général Burhan avait plongé son mandat de 2 ans. En cette même date, il a effacé toute idée d'un transfert du pouvoir aux civils avant la fin de la transition, qu'il promet toujours pour juillet 2023 avec des élections. Cependant, les organisations internationales ont fait un bilan des dernières manifestations qui a fait état de 57 morts, une centaine de blessés dans des manifestations. Selon un syndicat des médecins pro-démocratie, des manifestantes ont été violées. D'après l'ONU, de nombreux journalistes ont été passés à tabac. Depuis lundi soir, les rues menant au QG de l'armée dans le centre de la capitale ont été bouclées par un imposant dispositif sécuritaire, notamment de la police anti-émeute. Des forces paramilitaires. Un décret du général Burhan fait redouter davantage des violences. Il garantit l'impunité des forces de sécurité et leur donne tout pouvoir au terme d'une loi d'urgence héritée de l'ère du dictateur Omar el-Béchir. Retour à Kinshasa pour parler culture en bref et en images. Le rapatriement de la dépouille mortelle du chanteur François Matumona Lulendo, mieux connu au nom de Général Defao, initialement annoncé pour ce mardi 4 janvier et reporté pour une date ultérieure. Il nous revient de sources concordantes que la délégation composée de quelques membres du gouvernement, les membres de la famille de l'artiste et quelques musiciens qui devra effectuer les déplacements du Cameroun et en attente de visa dont la délivrance n'a pas été possible en raison des festivités de fin d'année. Dans l'entretemps, à Kinshasa, c'est la série d'hommages par les artistes à travers de chansons réalisées à titre de reconnaissance pour la valeur artistique de Général Defao, décédé le 27 décembre dernier à l'hôpital Tanguini à Douala de suite d'un ennui de santé à l'âge de 62 ans. Une nouvelle de dernière minute. Dans ce journal, l'artiste Riva Kalimazi Lomboumé est mort. L'ami de Papa Wemba qui a interprété le personnage de Mongali dans le film La vie est belle du réalisateur Ngagura a tiré sa révérence aujourd'hui à Kinshasa. Plus de détails dans nos prochaines éditions. Place au rappel des titres. Le 4 janvier, jour férié en République démocratique du Congo, connu sous le nom de Journée des martyrs, les événements de 1959 avaient marqué la radicalisation du mouvement pour la souveraineté et la fin du contrôle belge du Congo. Moins d'un mois après avoir été remis en liberté provisoire, Vital Kamerhe a été évacué à l'étranger pour des soins de santé appropriés depuis hier lundi. Et le réseau des associations de professeurs des universités et instituts supérieurs du Congo annonce un mouvement de grève générale et sèche à partir de ce mercredi. Ne nous quittez pas, dans un instant, la revue de presse.
Et Jenny Kayembe nous a déjà rejoint sur l'autre côté du plateau. Bienvenue. Merci Bédon Kenge. À la une de votre revue de presse, la RDC commémore les martyrs de son indépendance ce 4 janvier. Oui, c'est tout justement à l'entame de la nouvelle année. C'est en mémoire du 4 janvier 1959, jour où des émeutes ont éclaté à l'ex-Léopoldville. Cette date marque aussi les débuts de grandes revendications congolaises qui déboucheront à l'indépendance de la République démocratique du Congo le 30 juin 1960, rapporte radiocapi.net. Selon de nombreuses versions de cette histoire, ce jour-là, le parti politique des Kasavubu-Abako avait prévu un meeting sur la place Imika à Kinshasa. L'objectif était de faire une démonstration avec le parti de Patrice Emery Lumumba qui avait organisé un meeting très suivi une semaine avant le jour du meeting. Kasavubu et les siens décident de l'annuler pour justement éviter des troubles parce qu'il avait déjà été mis en garde par les colons sur les revendications d'émancipation parce qu'à cette période, c'était devenu fréquente. Alors, une décision qui suscita la colère du public déjà sur les lieux. Il commençait à casser et à s'en pendre aux colons malgré l'intervention de la police. Cette situation va coïncider avec l'arrivée dans ce même périmètre de plusieurs milliers de gens qui sortaient du stade Tata Raphaël après un match de football. La confusion, la casse et la répression vont s'aggraver. Les statistiques de ces événements ne seront jamais connues, mais les estimations font état de pas moins de 100 morts. Depuis ces jours-là, les revendications congolaises ne se calmeront plus jamais jusqu'à l'obtention de l'indépendance le 30 juin 1960. Et RDC, 17 mois après la décision de Félix Tshisekedi, les ports illégaux et clandestins continuent de fonctionner. Effectivement, on compte à ces jours 17 mois depuis que le chef de l'État avait instruit à deux reprises le gouvernement sous l'ère Ilunkamba lors de la 46e réunion du Conseil des ministres le 28 août 2020 d'exécuter sans délai sa décision de fermeture immédiate des ports privés illégaux et clandestins à Kinshasa et dans la province du Congo central, rapporte actualité.cd. Félix Tshisekedi avait attiré l'attention du gouvernement sur la réglementation en vigueur en République démocratique du Congo qui encadre strictement l'activité des ports du fait que ceux-ci sont traditionnellement considérés comme des ports-services où l'autorité portuaire s'occupe de tous les services opérationnels du port. Il avait relevé qu'en violation de cette réglementation, de nombreux ports privés sont créés en toute illégalité et fonctionnent en marge de la légalité et des principes régissant le domaine public de l'État. De ces faits, dans sa communication au cours de la 52e réunion du Conseil des ministres, il était revenu sur sa décision de fermeture immédiate de ces ports. Malheureusement, jusque-là, ces ports continuent de fonctionner. Pour sa part, le président de l'intersyndicale de la SCTP avait accusé à l'époque l'ancien ministre des Transports et voies des communications Didier Mazinga de bloquer la décision du chef de l'État. Il espérait que la fin de la coalition au pouvoir FCC-Cash et la déchéance de Janine Mabunda allaient permettre l'application effective de la décision du chef de l'État. Et pour sa part, le Premier ministre Jean-Michel Samadou Koundé avait annoncé qu'il mettrait en exécution la décision de la fermeture de tous les ports privés illégaux pour réhabiliter et moderniser les ports des Matadi et des Boma. C'était lors de son discours programme devant la représentation nationale lundi 26 avril dernier. Le gouvernement Samadou Koundé a promis d'examiner au cas par cas le dossier ports illégaux et clandestins avant de procéder à la fermeture, mais sa décision tarde encore. Pendant que la mise en exécution de cette décision tarde, la Société congolaise de transport et des ports accuse une baisse du chiffre d'affaires depuis plusieurs années, ce qui ne permet pas à la direction de cette entreprise qui compte plus de 15 000 personnels actifs comme retraités de payer ses travailleurs. Et en dehors de nos frontières, votre revue nous amène au Brésil où le président Bolsonaro est hospitalisé. Jenny, est-ce pour quelle raison ? Oui, c'est confirmé. Il souffre, selon la présidence de la République, d'une nouvelle occlusion intestinale. Il était en vacances familiales dans le sud du Brésil. Le président Jair Bolsonaro, 66 ans, est hospitalisé en urgence depuis hier, rapporte l'avenir.net. C'est pour divers examens suite à des douleurs abdominales depuis une tentative d'assassinat au couteau. En septembre 2018, Bolsonaro a subi de nombreuses opérations à l'abdomen
main en raison d'adhérence et a été soigné pour les mêmes problèmes en juillet 2021. L'hôpital a de son côté déclaré que Bolsonaro était dans un état stable et qu'il avait été admis pour une substitution subocclusive et intestinale, alors que l'inquiétude montait déjà au pays sur son état de santé. Jair Bolsonaro a, à travers son compte Twitter, précisé qu'il subissait des tests pour déterminer s'il devait avoir passé à une intervention chirurgicale et qu'il était équipé d'une sonde nasogastrique complète. Radio France24.com. En tout cas, ce n'est pas la première fois que le président Jair Bolsonaro tombe malade depuis qu'il avait reçu des coups lors de la campagne présidentielle de 2018. En juillet 2020, le président brésilien avait attrapé la Covid-19, rappelle ParisMatch.com. On lui souhaite donc bonne guérison. Oui, effectivement. Merci Jenny pour cette sélection. Merci à vous autres. Et c'en est fini avec cette édition. Merci de nous rester fidèles. Rejoignez-nous sur Banamboka Congo sur YouTube pour plus d'informations. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.